Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Yann Kefelec. Bonsoir. On est ravis de vous avoir Yann ce soir. Si vous étiez une époque, vous seriez laquelle? La mienne. Donc la contemporaine aujourd'hui. Tout à fait. Tout vous va aujourd'hui? Non, rien ne me va. Je pense que rien ne me serait allé dans une époque précédente, exactement de la même manière. Si vous m'aviez posé la question il y a 500 ans, j'aurais répondu la même chose. D'accord. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Bruxelles. Aujourd'hui. Ça c'est franc de balle, vous êtes un peu franc de balle, non? Allez, Bruxelles aujourd'hui. On garde Bruxelles, j'aime bien. Bien sûr. Et si vous étiez un personnage historique? Le comte de Monte Cristo. Ah ouais, on en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup, c'est vrai, mais c'est involontaire, mais c'est quelqu'un qui m'accompagne voilà, dans mon existence. D'accord, vous avez vu le film? Je n'ai pas vu le film, je suis contenté de lire le livre, où il y a pas mal de films aussi. C'est déjà pas mal. Merci Yann Kefelec pour vos réponses. Vous nous revenez avec une méduse noire, on en parle tout de suite dans LCR ce soir. Le voici, le voilà, le nouveau Yann Kefelec, comme on dit, le Beaujolais nouveau. Enfin, parce qu'il y en a beaucoup quand même. On va pas les... Vous voulez pas les compter, hein, vos romans. Je vous ai demandé. Je ne les compte quantième pas. c'était? Chaque livre est le premier livre. Celui-ci est mon premier roman. On va dire que c'est votre dernier bébé. Hein, c'est mon dernier bébé. On peut dire ça comme ça. La Méduse noire. Titre très énigmatique. Vous avez dit dans une interview, j'ai adoré écrire ce livre. Pourquoi? J'adorais écrire ce livre parce que les années sont venues et pourtant j'ai l'impression d'avoir la verdeur d'un écrivain débutant, donc il y a chez moi un mélange quand même de ce qu'on ne peut pas ne pas appeler le savoir-faire et puis d'une certaine expérience des choses. Et les deux se sont, à mon avis, bien mélangés dans la Méduse noire et me donnent envie de continuer, d'aller encore plus loin. Mais ça se sent même en tant que lecteur ou que lectrice, ça se sent, on a l'impression que vous vous amusez. Mais l'écriture n'est pas seulement une angoisse, la peur de la page blanche existe, mais la jubilation de l'écriture existe aussi. Et lorsque le roman prend tournure, il n'y a pas de doute, il y a une certaine aisance et il y a un bonheur fou qui passe dans l'écriture. L'imagination ne se tarit jamais chez vous? L'imagination n'est pas celle de l'écrivain, l'imagination est celle des personnages qui finissent par exister sous la plume de l'écrivain. Ouais, il faut les trouver. C'est exact, il faut les trouver, mais ils ont tendance à se trouver eux-mêmes si, à force comme ça de tâtonner à travers des petites phrases qui sonnent justes, eh bien le personnage existe. Alors ça donne un ton spécial, je trouve qu'il a un ton spécial ce livre, il a un rythme, une légèreté, et il est aussi plein de secrets en même temps. Il y a un peu les deux, c'est ça qui fait tout son sel. On est en 1962, Eddie, c'est, on va dire, le personnage principal du livre. Il rentre de guerre d'Algérie, du bled. On est à Marseille-Saint-Charles et on va regarder, si vous le voulez bien, une première photo. Je vais vous demander de la commenter tout de suite. Voilà. C'est le Vigan, évidemment. Je le reconnais, tout à fait. C'est le Vigan, c'est la terre originelle d'Eddie, qui lui a été élevé un petit peu plus haut dans un volcan appelé l'Oiselette, mais on est en plein au cœur de la vie d'Eddie. Ouais, il rentre de guerre, il est à Marseille-Saint-Charles, il va devoir sauter dans un train pour rentrer au Vigan. Il va pas le prendre. Alors il ne va pas au Vigan parce qu'il appelle son père avec lequel il est brouillé. Son père souffle au téléphone mais ne dit pas un mot. Lui-même est orgueilleux et dit souffle au téléphone mais ne dit pas un mot. Les deux souffles se croisent. Eddie raccroche, descend du train qu'il ramènera au Vigan et là monte dans le train du hasard, attiré par l'odeur de graillon qui sort du wagon-restaurant. Oui. Et qu'y a-t-il dans ce wagon-restaurant? Là, vous avez placé un autre personnage important pour... Mais il y a une histoire vraie. Il y a une histoire vraie. C'est une histoire à la fois romanesque dans la Méduse noire, c'est une histoire vraie. Au moment où Eddie monte dans le train qui est en train de partir, sort des toilettes une jeune femme magnifiquement habillée de blanc, dont il va croiser le regard, qui va lui payer le billet de train qu'il n'a pas acheté. Ouais. On est à la barbe du contrôleur. Ils vont faire connaissance au wagon-restaurant et finalement, ils vont s'éprendre l'un de l'autre. C'est la vie. Agnès, comment vous l'imaginez? Est-ce que vous avez en tête les visages de vos personnages quand vous les écrivez? Je les ai, je ne les ai pas. J'ai les deux. J'ai une sensation comme ça de justesse par rapport à ce qu'ils sont physiquement. Donc Agnès, elle est hôtesse d'accueil, comme ça, pour une marque de luxe. Apparemment, on pourrait se dire que c'est une jeune fille facile. Voilà, c'est une beauté. Charmante, on dirait. Charmante. Mais c'est quelqu'un de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus vrai qu'il n'y paraît, et qui va bel et bien s'intéresser à Eddie et devenir sa planche de salut. Ouais, sa planche de salut, son épouse aussi, elle va l'épouser, mais elle va épouser un fantôme. Elle va épouser un fantôme, enfin je dis, elle va épouser Eddie, mais avec tous ses fantômes, c'est plutôt ça.
Oui, elle va épouser mon nom et personne, j'ai épousé une ombre, elle pourrait dire tout ça, Agnès. C'est-à-dire elle croit ce beau jeune homme qui parle bien, qui a un discours assez enchanteur sur les choses de la vie, mais qui revient de guerre et qui, même s'il est beau et sain physiquement en apparence, intérieurement, il est profondément disloqué. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement comme conflit? Le conflit de la guerre ou le conflit qu'il y a dans les familles? Ce sont deux conflits auxquels Eddie est affronté. Il est parti à la guerre pour se venger de son père qui avait brisé ses premières amours avec Claudine, parce que Eddie est protestant, Claudine est catholique, le père ne le supportait pas. Ouais, racontez un petit peu où est le dialogue là, justement entre les... Mais ça aussi, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire Eddie aime Claudine, le père l'apprend, on va voir le père du brasseur, car il est brasseur de bière, le père de Claudine, lui dit, voilà monsieur, il n'est pas question que mon fils protestant épouse votre fille Claudine. Réponse du père, mais voyons monsieur, vous n'y pensez même pas, ma fille va immédiatement cesser de fréquenter votre fils, elle qui est catholique. Et c'est assez récent, ça a une cinquantaine d'années. Ouais. Il claque la porte et il part à la guerre. Il claque la porte et de rage, il écrit au service des armées pour devancer l'appel. Il a 17 ans, il se retrouve mêlé à la violence militaire de ces événements qui ne s'appellent pas encore la guerre d'Algérie. Et quand il revient 2 ans et demi plus tard, il a vécu l'indicible, il a traversé l'impensable, il a vu ce que personne, aucun être humain n'est censé voir sur la terre lorsqu'il vient au monde. Ouais. Il a vu des choses dures dans sa jeunesse aussi, parce qu'il a été élevé par ses grands-parents sous un volcan, dans la région des volcans. Il a vu mourir son grand-père, et son grand-père lui dit une phrase importante qui sous-tend un petit peu tout le livre. Je vais la lire. La fleur, petit haut, redresse-la. Je connais rien de plus beau que cette phrase. C'est une histoire vraie, là aussi. C'est une phrase bel et bien prononcée par un homme qui s'abat au milieu des fleurs qu'il a protégées toute sa vie sur les pentes d'un volcan éteint. Et au lieu de penser à lui au moment de mourir, d'attendre quoi que ce soit de ce petit-fils qui le voit tomber au milieu des fleurs, il désigne d'une main tremblante la fleur. Et il a cette phrase qui est une phrase extraordinairement philosophique. Ouais. La fleur Pitio redresse-la, qui ne va cesser d'accompagner Eddie toute sa vie, qui lui dit qu'une chose qui a l'air petite et tordue est peut-être beaucoup plus grande qu'il n'y paraît, qu'il ne faut jamais croire que les choses humbles vont disparaître, qu'il y a toujours un espoir pour soi-même en toutes circonstances. Ouais. Il est plein de mystères, il a tout ce passé derrière lui. Il transporte aussi une petite mallette, je ne sais pas comment on dit... une cantine de fer, une cantine de marin. Il n'est pas marin, mais voilà, il a acheté cette petite cantine. Il rapporte cette cantine dont on ne sait pas s'il a la clé, s'il ne l'a pas. Il la trimballe avec lui. On ne sait pas s'il va l'ouvrir. Quand sa femme lui en parle, il lui dit « Mais oui, maintenant, on va regarder ça ensemble. Mais ce qu'elle contient, mais rien, des bricoles. » Finalement, il n'a jamais la clé, il ne la trouve pas. La cantine reste fermée, mais il s'en passe. Ouais, il y a pas mal de choses. On ne va pas dévoiler, évidemment, il faut lire le livre. On va regarder une deuxième photo, si vous voulez bien, Yann Kefelec. C'est ceci, il est très connu. Claude François. Alors, si on met Claude François, c'est parce qu'il y a un lien entre Claude François, effectivement, et Eddie. Mais parce que Eddie est un personnage qui est à la fois un personnage de fiction, mais qui a existé aussi dans la réalité, et qui a très bien connu au Vigan Claude François, qui a bel et bien existé au Vigan et qui avait créé un premier groupe de jeunes 58, lorsqu'il a commencé sa carrière. Et Eddie a connu Claude François dans ces circonstances-là. Et lorsqu'il revient de guerre, il va retrouver Claude François dans un bistrot où, n'ayant pas un sou, eh bien, Eddie ne mange que des œufs au plat tous les jours. Parce que c'est pas trop son métier. Il est banquier, vaguement. Il n'est pas banquier, il est banquier dans un salon de jeu, ce qu'on appelle un banquier. Il est banquier la nuit, comme ça, pour se faire de l'argent de poche. Il vivote, il va de petit boulot en petit boulot, comme ça, mais finalement, il ne veut qu'une chose, c'est devenir chanteur comme voilà, j'aurais voulu être un artiste, tout le monde connaît cette chanson. Et vous avez été marin. Vous êtes artiste, vous êtes fils d'artiste, Henri, évidemment, écrivain, votre papa, puis frère de la pianiste Anne Kefelec. On va regarder une troisième photo, allez, regardez bien, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est Éric Tabarly. Éric Tabarly, avec lequel j'ai eu la chance de naviguer avant sa première course transatlantique, avant qu'il ne gagne sa première course l'Ostar contre les Anglais. Bien écoutez, quand je le revois, je suis au désespoir qu'il soit tombé de ce bateau avant lequel on voit l'Upendwick, parce que c'était un homme d'une qualité exceptionnelle et un homme qui, évidemment, n'a strictement rien à voir avec tout ce que l'on dit sur les hommes aujourd'hui. C'était un homme bon, c'était un homme simple, c'était un homme courageux, c'était un homme qui avait une imagination phénoménale, un chanteur beaucoup plus causeur qu'on ne l'imaginait. Il continue à me manquer.
Ouais, ça se voit dans vos yeux. Vous en êtes où avec la mer, d'ailleurs, votre rapport à la mer? Vous avez coécrit le film Flow hein, sur Florence Artaud. C'est votre deuxième amour, la mer. Il y a la littérature et la mer. Non, non, mais tout ça va extrêmement bien ensemble. La mer, la littérature, la vie. Moi, je suis un homme de mer. J'aime la vie par-dessus tout. J'aime la littérature par-dessus tout. Et j'essaye effectivement de vivre toutes ces passions à travers les mots, mais également en naviguant lorsque l'occasion se présente. Ouais. Là, on était à Marseille. Vous avez un peu abandonné la Bretagne. Ah non, pas du tout. Un Breton, un Breton, il est tout Attention, le j'ai temps autour dit. du monde. Oui. C'est un migrateur. C'est quelqu'un qui se balade. Là, j'arrive du Danube. J'arrive de la tempête Boris à l'instant même. Ah ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai dû descendre du bateau on a dû descendre du bateau parce que les ponts étaient noyés un peu plus loin et que le navire, voilà, ne pouvait plus faire un pas, si j'ose dire, en termes de navigation. Mais je me sentais complètement breton, complètement à l'aise dans cet élément aquatique, même s'il n'était pas salé. Ouais. Comme dans la littérature, vous écrivez comme vous naviguez, non? J'écris comme je ne sais pas comment je navigue, je ne sais pas comment je ne sais pas, mais j'essaye de me laisser porter, de créer une vague sur laquelle je me laisse porter. Et lorsque cette vague existe, c'est vrai que écrire devient une véritable jubilation. Ouais. Vous n'avez plus arrêté hein, depuis Noces barbares. C'est en 85 quand même. Oui, 85. Prix Goncourt. Oui, comme vous y allez, 85. Oui, mais j'ai l'impression que c'était hier. C'était hier. On a tous l'impression que c'était hier. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle La Méduse Noire. On dit en deux mots pourquoi c'est la Méduse Noire, en 2 secondes? C'est la méduse noire parce que la méduse, c'est la tentation, c'est à la fois très attirant et c'est aussi dans le livre une petite enseigne de fer qui se balance devant une vitrine de fleurs. Et pourquoi une vitrine de fleurs? Pour le savoir, il faut entrer dans la boutique avec Eddy. Quelque part dans le 13e à Paris. Merci beaucoup Yann d'être passé chez nous. Je rappelle donc ce titre, La Méduse Noire, c'est chez Calman Lévy, c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.